Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Pascale Chamberlain, directrice du Tremplin. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, merci toi aussi. Ben oui. Merci d'être venu me rencontrer pour faire ce tour d'horizon-là. Ça fait plaisir. Pour le Centre de formation professionnelle Le Tremplin. Oui, le CFP Tremplin. CFP Tremplin. Tu es dans le monde de l'éducation depuis combien d'années, toi? J'ai terminé ma formation en 2000, donc 19 ans. Donc 19 ans, puis dans des postes de direction depuis une bonne 9 ans. 9 ans. Oui. Donc, nouvellement arrivé au Tremplin pour relever des nouveaux défis pour développer cette belle organisation. Oui. La première rentrée scolaire s'est bien passée? Très bien mouvementé. C'est un rythme qui est accéléré, mais ça a très bien été. J'ai une superbe équipe. Ça fait fois tout dans n'importe quelle organisation, les gens avec qui on travaille. Puis, encore une fois, je suis choyée. J'ai une équipe extraordinaire. On va voir un peu le travail puis le rendu que cette belle équipe-là fait dans les prochaines minutes. Une équipe de combien de personnes qui travaillent? Une cinquantaine de personnes, là, si on considère les trois centres de services, là, une cinquantaine de personnes, dans tout et partout, là, professionnels, soutien, enseignants, une cinquantaine. Et combien d'élèves fréquentent le Tremplin? Ça varie là, dans les alentours de 300 de août à juin. Là. Il y a des départs et des arrivées. Il y en a qui terminent en cours d'année, puis il y en a d'autres qui joignent à la formation aussi en cours d'année. Donc, en moyenne, on parle de 300 élèves. Oui. Puis, est-ce que ce nombre d'élèves-là tente à augmenter? Une légère augmentation. Légère, mais c'est vraiment un défi. Là, dans la majorité des centres de formation professionnelle à la grandeur de la province, il y a un défi actuellement de faire la valorisation de l'AFP, là, que nous on appelle, là, de mousser les postes, les emplois qui sont rattachés à la formation professionnelle. Pour après ça donner envie aux élèves qui, bon, généralement, là, on va en parler un petit peu plus tantôt, les façons d'arriver en formation professionnelle, mais de choisir une carrière professionnelle en quelque sorte. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on en parle de cette valorisation-là de la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dedans. J'ose croire qu'un jour, on va y arriver, en fait. Là. Oui, j'imagine, mais il faut vraiment sensibiliser les parents, les gens qui travaillent dans le milieu scolaire, sensibiliser les élèves à l'importance des métiers qui découlent de la formation professionnelle. À tous les jours, on a besoin de quelqu'un qui a fait une formation professionnelle. Autant au niveau de nos vêtements, faire nos cheveux, le soudage, nos ponts sur lesquels on circule. Si on n'avait pas de bons soudeurs, qui aurait bâti nos ponts? Qui s'assurait de la confection au final de nos ponts, là? Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont méconnues au niveau de la formation professionnelle, comme pour réussir une compétence en FP, c'est entre 80 et 85 %, contrairement aux écoles secondaires ou aux primaires où c'est 60 % la note de passage. Il y a même des compétences où c'est 100 %. En bas de 100 %, c'est un échec, tu dois recommencer la compétence. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal perçues ou méconnues de la population en général, qui fait en sorte probablement qu'il y a des jugements par rapport à la formation professionnelle. Bien, je vous souhaite qu'à un moment donné, la barrière s'enlève puis qu'on puisse avoir des gens, mais c'est des emplois de qualité là, qui sont reliés à ça. Là. Oui, puis d'où l'importance. Non seulement des emplois de qualité, mais des emplois directs. Les gens, quand ils terminent leur formation, même en cours de formation, il y a des entreprises qui viennent cogner à la porte de nos classes pour venir chercher un étudiant qui est en dessin de bâtiment, un autre qui est en soudeur, un autre ferblantier, en mécanique. Les gens viennent cogner à nos portes pour avoir de nos élèves. Parlant des élèves, ils sont répartis en 3 points de service. Oui. Donc, le principal est à Thetford. Oui, le centre Le Tremplin. On a Esthétique Coiffure qui est desservie à la polyvalente de Black Lake, puis on a Charpenterie-Menuiserie qui est à Disraeli. Il est situé où à Disraeli? Dans la polyvalente. Dans la polyvalente également. Oui. Donc, 300 élèves qui sont répartis dans ces 3 points de service. Oui. Puis à Thetford, directement au Tremplin, c'est quoi les principaux DEP qu'on retrouve? Il y a véhicules légers, il y a mécanique auto,
mécanique industrielle, électro, technique d'usinage, comptabilité, secrétariat. Il y a santé, SACI, puis APED. 2 formations en santé, auxiliaire, puis à domicile. Dessin de bâtiment, secrétariat, comptabilité, je l'ai dit. Ça fait quand même un bel éventail d'offres de programmes, oui, différents en fait que les gens peuvent aller chercher un intérêt quelconque. Là, pharmacie, assistant technique en pharmacie. Il y a vraiment un éventail très intéressant au niveau de la formation. Et 2 nouveautés qui sont sur le point d'arriver. Oui. Un programme en formation professionnelle là, de 1800 heures en soutien informatique qui va démarrer au mois d'août 2020, qui va être situé à la polyvalente de Black Lake. Puis, on fait aussi une formation là, en toilettage à partir de janvier qui va être directement au centre, de soir, là, avec 70 % en ligne puis 30 % en présentiel. Puis c'est une nouveauté, ça, d'avoir un DEP qui est virtuel un peu, là, donc l'apprentissage à la maison. C'est pas nécessairement un DEP parce qu'il y a beaucoup moins d'heures. Ils appellent ça une attestation c'est un ASP. C'est moins d'heures, là. C'est beaucoup moins d'heures. Mais il en demeure pour moins qu'il y en a qui vont avoir des carrières là-dedans. Une autre chose aussi, lancement d'entreprise qui fait partie du tremplin. Puis on essaie de combiner le lancement d'entreprise avec les différentes formations parce qu'on a des esthéticiennes qui vont vouloir démarrer leur propre salon, des coiffeuses, on a des gens qui sont en véhicule qui vont vouloir avoir leur propre garage, des gens en toilettage qui vont vouloir avoir leur propre espace aussi. Donc d'où le lien de rattacher tout ce monde-là. Des fois, en comptabilité aussi, il y a des gens qui vont avoir une base là, puis après ça, ils vont avoir une idée d'affaires, donc de pouvoir poursuivre. Totalement. Pour ça, donc, un lien à faire avec les différents programmes. Là. Oui. C'est possible aussi de joindre une formation professionnelle avant le secondaire 5. Oui. À partir de secondaire 3, en fait, à la fin de secondaire 3, donc, normalement, on devrait être en secondaire 4. Les élèves ont l'opportunité de s'intégrer à la formation professionnelle en jumelant, on appelle ça la concomitance carrière-études. Donc, c'est de jumeler la formation diplôme d'études secondaires avec la formation professionnelle. Donc, ils sont 2 demi-journées ou 3 demi-journées à terminer les cours de base du secondaire, mais en même temps, ils font leur diplôme d'études professionnelles, ce qui est très motivant pour plusieurs d'entre eux. Puis, est-ce qu'il y a une grande... Y a-t-il plusieurs élèves qui passent par la concomitance? Ou Quand même, parce que ce qu'on remarque, c'est que notre clientèle est rajeunie. Donc, plus jeunes, les jeunes intègrent la formation professionnelle, mais ils veulent toujours aller chercher leur diplôme d'études secondaires, ce qui est correct aussi, ce qui n'est pas... c'est pas obligatoire. On peut avoir un diplôme d'études professionnelles sans avoir notre diplôme d'études secondaires, mais l'un avec l'autre peut se faire... je dirais pas facilement, mais ça prend des efforts, c'est certain. Oui, mais au moins, ça fait une belle finalité quand tout est terminé là, pour le marché du travail. Là. Ne serait-ce que le secondaire 5 est reconnu, je dirais, à travers la province. Oui, ça leur donne aussi l'opportunité de transiger vers le DEC, parce qu'on a des formations qui sont DEP-DEC, qu'on appelle, là, qui, une fois que tu as fait ton diplôme d'études professionnelles, tu peux te joindre au diplôme d'études collégiales. C'est une continuité. Il y en a qui vont faire ce chemin-là, pas en pharmacie, mais en santé, qui vont aller comme auxiliaire, puis après ça, ils vont rentrer au cégep. En soutien informatique aussi, ça sera possible de le faire. Il y a vraiment des chemins qui amènent à d'autres niveaux d'études. Et est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on a des crédits de reconnus au niveau collégial ou est-ce que c'est vraiment une poursuite là, de la formation? C'est une poursuite de la formation. OK. Oui. Donc, le but étant d'aller chercher d'autres connaissances puis d'approfondir pour devenir des fois plus technicien dans son travail. Oui, okay. C'est bon. Maintenant, on parlait, ça rajeunit au point de vue, donc ça veut dire que les élèves viennent plus tôt en formation professionnelle, donc le choix de carrière est fait plus tôt dans leur cheminement de vie. Pour certains. Il y en a d'autres qui vont passer par l'université pour revenir en formation professionnelle. Il y en a d'autres qui décident à 50 ans de changer de carrière pour différents motifs, mais qui reviennent en formation professionnelle. Donc, il n'y a pas une seule ligne là, pour se rendre au tremplin. Il y en a plusieurs. Parce que le passage, le temps qu'une personne passe au tremplin est relativement
court, là, si on compare les autres types de formations. Là. C'est 1800 heures normalement, c'est 2 ans. 2 ans environ? Oui, 2 ans quand tu viens faire ta formation professionnelle. Mais il y a des formations qui sont plus rapides que ça, là. Il y en a qui sont plus rapides, mais en moyenne, là, c'est un 1800 heures. Oui. J'irais vers un autre volet. Donc ça, c'est le volet, je dirais plus... c'est toujours un volet éducatif, là, mais plus à l'élève. Mais on a aussi tout le volet service aux entreprises que vous offrez. Parlons tout d'abord de la francisation. C'est un dossier, je dirais, chaud là, quand on parle de recrutement de main-d'œuvre, d'immigration. Donc, c'est le tremplin qui est en charge de la francisation. C'est le service aux entreprises qui est responsable, oui, qui est desservi par le tremplin, conjointement avec la commission scolaire, là, le service éducatif. En fait, on veut s'assurer que nos personnes qui arrivent, qui sont immigrants, qui ne possèdent pas la langue française, atteignent un niveau qui est exigé par le gouvernement pour pouvoir demeurer au Québec. Ça, c'est une chose. Le service aux entreprises, là, qui est chapeauté par Alain Laflamme, travaille là, avec d'autres commissions scolaires pour développer la francisation en entreprise. Vraiment s'assurer que nos immigrants non seulement soient fonctionnels dans leur quotidien, mais soient aussi fonctionnels dans le milieu concret du travail. Je donne un exemple là, qui, pour nous, est de peser sur le piton ou de... pour un immigrant, ça n'a pas nécessairement... Ça prend un apprentissage pour y arriver, là, puis que ça soit sécuritaire et fonctionnel dans l'entreprise. Là. Oui, exact, parce qu'il y a des normes, on est normé CSST et tout ça, donc il faut que son cadre de travail soit bien exécuté. Là, oui. On se donnait l'exemple, un lunchroom, là, d'aller à... c'est pas partout, à grandeur du monde, qu'ils ont des espaces communs pour aller dîner. Donc, c'est de leur apprendre nos rouages là, de nos entreprises québécoises. Donc, si je comprends, donc les entreprises communiquent avec vous, ils disent, bon, on va accueillir des travailleurs étrangers, donc on aimerait avoir une session de francisation avec eux dans l'entreprise? C'est l'employé qui vient au tremplin. Puis on a des profs du tremplin en francisation qui se déplacent aussi vers l'entreprise. Fait que l'un comme l'autre, là, ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise. Et du nombre, probablement, et du nombre qu'on fait, oui. Puis de quel niveau ils sont rendus dans un groupe où des fois c'est disparate, là, mais on essaie de répondre au maximalement le besoin de l'entreprise. Puis est-ce que tous les travailleurs étrangers passent par ce programme-là qui arrive en MRC des Appalaches ou c'est sur une base volontaire de la part des entreprises? Ils pourraient le faire autrement. Là. Ils pourraient aller à l'escale là, puis le faire d'une autre façon, la francisation. Il n'y a pas de... Nous, on le priorise en francisation par le service aux entreprises, mais quelqu'un pourrait le faire à l'extérieur de son cadre d'emploi, puis le faire par l'escale, par une scolarisation pour les adultes. Là. Mais à ce moment-là, ça passerait par un désir personnel, on va dire ça comme ça. Là. Mais ils sont obligés d'apprendre le français. C'est pas... Ils ont un temps pour le faire, hein? Oui, ils ont un certain temps. Là. Je ne peux pas te donner les détails, mais oui, ils ont un délai pour le faire, puis ils doivent atteindre un certain niveau là, pour rester. Ils ont un examen à aller passer qui certifie qu'ils ont acquis un certain niveau de français. On parlait aussi de tout le volet formation continue, formation d'entreprise. C'est aussi très fort là, au tremplin. Là. Oui. Donc, une entreprise de la région souhaiterait avoir une formation sur RCR, chariot élévateur. Là, j'en nomme parce que c'est ceux-là qui sont les plus fréquents. En pharmacie, souhaiterait une formation au niveau de la pharmacie, santé, sécurité au travail. Bien, ils font directement affaire avec le service aux entreprises. Puis nous, on trouve le formateur, on s'assure que la formation est conforme, puis on l'orchestre, le lieu, le formateur, on s'assure de tout planifier ça pour l'entreprise. Et est-ce que vous avez une offre de formation aussi qui est précise pour les entreprises et à la carte, les deux? Vous savez? Oui. À chaque, en fait, il y a 2 fois par année, là, Alain et Kevin là, produisent un pamphlet dans lequel on voit toutes les offres de formation que les entreprises peuvent avoir, mais une entreprise souhaiterait avoir une formation qui n'existe pas. C'est certain qu'on va trouver quelqu'un pour offrir cette formation-là tout en respectant les exigences de l'entreprise. Puis, est-ce que les entreprises doivent se déplacer au tremplin ou vous déplacez dans les entreprises ou tout dépendamment, c'est quel type? Là? Tout dépendant quel type de formation. C'est certain que si c'est sur un chariot élévateur puis que l'entreprise n'a pas encore, bien, on va se servir de nos outils, sur nos outils à nous du tremplin. Là. Ça dépend vraiment des besoins. Puis, est-ce que vous avez une belle réponse du milieu pour ça? Est-ce que les entreprises participent? Est-ce qu'elles vous appellent beaucoup? Bien, beaucoup. C'est certain qu'on souhaiterait toujours plus, comme n'importe quelle organisation. Mais oui, les entreprises répondent bien à ça. Puis les entreprises ont le souci
de s'assurer que leurs employés soient performants. Alors, ils donnent des formations. Ça passe par la formation, entre autres. Donc, d'où ce qui fait en sorte qu'il y a sûrement une récurrence dans les entreprises. Donc, Oui. à chaque année, surtout RCR puis chariot élévateur, là, qui est souvent avec le taux de roulement qui doivent souvent être à répéter. Oui, oui. Qui doit être en lien avec ça. J'aimerais qu'on parle aussi des retombées dans le milieu pour... on en a parlé un petit peu tantôt du tremplin directement pour le marché de l'emploi. Donc, presque tous les étudiants sont placés au moment où ils rentrent quasiment dans le programme. Ils ont quasiment un emploi assuré qui les attend. Mais dans la majorité. Dans la majorité, les gens viennent les chercher dans les classes. Sur les bancs d'école. Sur les bancs Donc, d'école. En fait, l'élève a quasiment le choix. Bien, il y en a un là, qui a terminé la semaine passée. Là. Oui, lui, il a la possibilité de choisir entre 2 entreprises. Il y en a une à laquelle il était plus attaché, mais il y aura l'opportunité de choisir, ce qui n'est pas rien. On a même des entreprises qui viennent cogner à nos portes pour nous dire ben nous, dans notre entreprise, on a telle particularité, puis on souhaiterait que ça soit intégré à votre formation. Bien, on va proposer à l'entreprise de venir faire un bonus sur la formation pour s'assurer que nos élèves, quand ils vont quitter, ils vont être performants pour les entreprises. Donc, exemple, une personne qui est en... Est-ce que ça s'applique même à des personnes qui sont en soudure? Bien, peu importe dans le fond le programme. Donc, une entreprise, vous adoptez le programme de formation un peu avec l'employeur qui va embaucher les étudiants après. Oui, donc, on a vraiment le souci, puis c'est remarquable à la grandeur du centre. Chaque enseignant a vraiment le souci de s'assurer que la personne qui va avoir son diplôme sera en mesure de rentrer sur le marché du travail de façon performante. C'est vraiment un souci Puis pas seulement au niveau des compétences rattachées au diplôme, mais aussi de l'individu. C'est spectaculaire là, ce souci-là qui existe au tremplin. On veut avoir des bonnes personnes qui ont le diplôme d'un haut niveau de compétences, mais aussi des employés qui vont répondre aux exigences des entreprises au niveau de l'individu, au niveau des personnes. C'est très bien. En fait, la personne, elle rentre dans le cadre de son travail puis elle est prête tant par toutes les sphères, finalement. On parle souvent de savoir-faire, savoir-être. Non, mais oui, toutes ces ça. Sphères-là, la personne est prête à rentrer sur le marché. On y travaille, en tout cas, ça, c'est clair. Bel objectif. Oui, très bel objectif, oui. Il y a aussi, j'aimerais qu'on parle aussi, il y a plusieurs bourses qui sont associées à formation professionnelle. On entend souvent parler des bourses au point de vue collégial, universitaire et tout ça, là. Mais il y a aussi beaucoup de bourses qui sont disponibles. Oui, en fait, il y a le CPMT qui donne des bourses. Eux, par année, ils identifient des secteurs. Là. Comme là, cette année, c'est en santé puis en pharmacie, en assistance technique en pharmacie. Ils ont identifié des secteurs où on a besoin de main-d'œuvre, puis ils vont donner des bourses de 1 800 $ à 3 personnes par secteur, admettons. Là, ça, c'est récurrent. Puis, ils vont recevoir la bourse seulement à la fin de la formation. Il y en a une petite partie après 15 crédits, mais après ça, à la fin de la formation, ils reçoivent le plus gros montant. En santé, le ministère de la Santé, conjointement avec le ministère de l'Éducation, donne des bourses de 7 500 $ pour certaines personnes qui s'inscrivent en santé. Ils doivent passer des entrevues, puis par l'individu, bien, ils sélectionnent, puis ces gens-là vont recevoir une bourse. Ils ont même des promesses d'embauche là, pour 2 ans dans des centres de santé là, en recevant les bourses, avec des salaires qui sont intéressants. C'est pas rien. Non, mais c'est quand même très intéressant là, pour ces étudiants-là, parce qu'il y a quand même un coût qui est associé à la formation professionnelle. Oui. Au même titre que peu importe le type de formation que je fais, est-ce que ça se situe dans le même... Dans le même créneau que le secondaire? Oui, ou que par du année, collégial? Je ne sais pas le collégial, mais le secondaire, pour payer les factures du secondaire. C'est similaire par année, là, les montants qu'on peut payer... au niveau des factures scolaires, mais il y a quand même des départements où tu dois fournir, je pense, en soudage, tu dois avoir un sarrau, puis il y a des bottes protectrices, là. Tu vois, il y a une compagnie là, en soudage, j'espère ne pas me tromper, là, je pense que c'est Canatal qui fournissent à chaque élève qui s'inscrive en soudage un masque de soudage, là, mais en 3 dimensions. Puis quand l'élève arrive à la fin de sa formation, la compagnie lui donne le casque.
C'est bien. C'est très bien. C'est un beau cadeau parce que c'est quand même des fois beaucoup de sous là, quand on parle de qualité. C'est pour ta protection en même temps. Oui. C'est bien pour oui. ça. Le tremplin, c'est les projets du tremplin qui s'en viennent. On parle de quel genre de projet? C'est vraiment de s'assurer de répondre aux besoins des entreprises. On doit demeurer les entreprises, ça va vite, ils sont dans le développement. Les portes sont ouvertes sur le monde, autant pour eux que pour nous. Donc, il faut s'assurer de répondre à ces besoins-là. C'est vraiment un projet qui continue, qui est au quotidien. Puis, le ministère nous aide en ce sens qu'il s'assure que les programmes sont mis à jour. Actuellement, là, on est en train de mettre en place le nouveau programme de ferblanterie. Donc, il y a 20 ans, on faisait de la ferblanterie de telle façon. Bien, en 2019, 2020, 2021, ça sera quoi la ferblanterie au Québec? Le ministère nous amène d'autres programmes, puis les enseignants se forment, explorent le programme, achètent du matériel qui correspond au nouveau programme, puis ça correspond aux exigences du marché actuel. C'est la même chose en esthétique. On n'épile plus en 2019 comme on le faisait il y a 20 ans. Il y a des nouveaux outils. Donc, on s'assure de rester à la fine pointe de ça. Puis, est-ce que l'offre du tremplin peut changer, peut être bonifiée à travers les années? Tantôt, on a parlé de 2 nouveaux DEP, un ASP et un DEP qui rentraient à la prochaine rentrée scolaire en 2020. Mais est-ce que c'est facile de rajouter des cartes, d'ajouter de quoi à la carte de programme? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, le gouvernement, ils font une étude de marché, en quelque sorte, pour vérifier si, dans notre secteur, quels sont les besoins de formation. Puis, ils peuvent délibérer une carte, une autorisation d'enseigner un programme. C'est souvent de façon temporaire. Où on a des prêts de cartes, comme charpenterie-menuiserie, c'est un prêt de carte qui nous arrive de la Beauce. Ils nous donnent l'autorisation d'enseigner charpenterie-menuiserie ici parce que dans notre secteur, on a un besoin dans ce domaine-là. Le programme soutien informatique, le ministère nous a donné une carte permanente. Donc, on a jusqu'à, pour plusieurs années, avoir cette autorisation d'enseigner là, le programme. Mais ça dépend vraiment des besoins des régions. Donc, le ministère évalue. Donc, si c'est pas parce que un centre de formation professionnelle dirait « Moi, j'ai un besoin X » que le ministère va le reconnaître. Non, donc, on doit faire la démonstration. Oui. C'est un processus qui lui, a ses délais de... Oui, il faut redemander, il y a des cartes là, qu'aux 3 ans, il faut redemander au ministère toujours l'autorisation de les enseigner parce qu'il pourrait arriver que le marché ait plus besoin de ces gens-là, de cette formation-là, donc il nous retirerait la carte. Et en même temps, bien, ça va avec le nombre d'élèves à chaque année qui sont dans le programme. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le programme, à quelque part, ça veut dire qu'il y a un besoin dans le milieu. Mais des fois, on a des programmes où on n'a pas tant des élèves, mais le besoin demeure. On a des programmes, on pourrait, comme en ferblanterie, c'est un programme qui demande le marché en a besoin des ferblantiers, mais on n'a pas tant d'inscriptions. Mais le ministère nous maintient la carte parce que le besoin est encore présent dans notre région pour avoir des ferblantiers. Donc, comment on va les chercher? On essaie de faire la promotion le plus possible. Et je terminerai un peu avec la dernière phrase que tu as dit, puis en même temps, peut-être pour aller plus loin, on souhaite quoi au tremplin pour d'ici 3 ans? Dans le sens où on parlait beaucoup d'attractions, mais on souhaite quoi au tremplin d'ici 3 ans? D'avoir le plus d'élèves possible. Oui, d'avoir le plus d'élèves possible pour s'assurer de répondre le plus possible aux besoins du marché. C'est le seul souhait que je peux espérer pour le tremplin. Merci beaucoup, Pascal. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.